Voici une des musiques peut-être les plus reconnaissables de tous les temps. Savez-vous d'où elle provient? J'imagine que la plupart d'entre vous vont répondre oui. Selon l'ESA, près de 64% des adultes et 70% des jeunes américains jouent à des jeux vidéo. Moi, je joue souvent à des jeux vidéo, voire même je joue beaucoup aux jeux vidéo, surtout ceux de Mario et la saga Nintendo en général. On peut le voir, j'ai la casquette Mario, j'ai la figurine Mario, j'ai même les pantoufles Mario. Cependant, je trouve que la musique de jeu est un aspect qui est souvent oublié et peu connu de la part des joueurs de jeux vidéo en général. Moi personnellement, étant un grand amateur de musique et de jeux vidéo en général, je trouve qu'un des aspects les plus importants et celui qui amène le plus d'influence dans un jeu vidéo, c'est justement la musique. Comment ça se fait alors que la plupart d'entre vous ont réussi à reconnaître la musique de Mario que j'ai mis en début de vidéo, malgré que la musique de jeux vidéo est un des aspects qui est souvent oublié dans un jeu? Je vous invite donc à un voyage à travers la musique de jeux vidéo afin d'explorer tous ces aspects et de voir à quel point c'est vraiment un des aspects les plus importants d'un jeu. Alors tout a commencé par un début. Pour les jeux vidéo, ce fut le vide. Il n'y avait rien. Tout fut tranquille, puis à un moment donné, il y eut du bruit. Les débuts de la musique au terme vidéoludique débutent avec les bornes d'arcade, qui avaient un petit canal dans la puce qui permettait d'émettre certains sons. On retrouve la même chose dans les premiers jeux, comme Pong, sorti en 1972. Les débuts du son furent cependant en majeure partie axés sur les bruitages, avec Pong ou le très célèbre Donkey Kong sur arcade. On retrouve exclusivement des bruitages et autres effets sonores, avec certains petits jingles par-ci par-là. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas importants, au contraire. Selon le compositeur Tommy Tallarico, dans le podcast All Things Considered de NPR, it was there for a reason. They did a study, actually. And if you remember in Space Invaders, as the ships started to come down, the aliens, dun, 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 dun. And as they got closer and closer, the sound got faster and faster. Now, what the game programmer did was that they took the person's heart rate, and people would start, as they're getting closer and closer, people would start to panic. Now, they do the same studies without the sound, and the people wouldn't panic as much. It goes to show and prove how significant audio and music are. It's not a passive, linear medium, like film or television, but when you're interactive like that, it brings it to such a higher level for the senses. les progrès en termes de musique de jeux vidéo prirent vraiment de l'ampleur dans les années 80, au moment de la NES. La NES, sortie en 1983 au Japon, amena plusieurs progrès en termes de musique de jeux vidéo, avec ses 8 tonalités différentes et ses 5 canaux sonores. Cela permettait de faire plusieurs chansons assez abouties, mais il y avait quand même des limitations techniques. Comme le dit Damien Méchiri dans son livre VGM, Histoire de la musique de jeux vidéo, magnifique livre portant sur la musique de jeux vidéo dans son entièreté, il existait toutefois des limites évidentes. La musique devait partager les canaux sonores avec les bruitages. Ces derniers étant prioritaires, ils étaient parfois joués à la place des notes, en fonction des canaux utilisés. Le résultat n'était pas particulièrement agréable. Néanmoins, vu que les capacités matérielles de la console furent fixes, les cartouches de jeu pouvaient être manipulées à la guise des développeurs. Donc ces canaux furent tous sous forme d'ordinateur, dont les sons produits faisaient tous de la musique au genre qu'on considère maintenant comme chiptune ou 8 bits. Voici quelques exemples que vous pouvez sûrement reconnaître. Les progrès dans la musique de jeu subirent un autre pas de géant avec la naissance de la SNES en 1990 et de sa génération. On avait récemment démocratisé l'usage des synthétiseurs et du sample dans la composition musicale, et cela fut un plaisir pour les compositeurs de jeux. La synthèse FM, avec comme grand acteur Yamaha, permettait de jouer des notes et de faire de la musique sur un ordinateur beaucoup plus poussée et beaucoup plus précise qu'avec un simple générateur. Quant au sample, c'est une technique que vous connaissez sûrement mais que vous ne connaissez pas le nom. Et c'est une technique qui consiste à prendre un extrait de musique d'un autre artiste et de le réutiliser dans différentes musiques. On retrouve énormément ce phénomène dans la musique hip-hop avec plusieurs loops de batterie ou même de mélodies utilisées. Pensez à chaque fois que vous écoutez une musique et vous vous dites « Eh mais ça sonne comme telle personne ». C'est, la plupart du temps, du sample.
Les compositeurs de jeux profitèrent de ces techniques dans leur composition en samplant par exemple des sons de vrais instruments de musique afin de les utiliser dans leur musique, ce qui rendait des musiques beaucoup plus réalistes ou beaucoup plus semblables à la vie réelle. Et ça permettait également de faire plusieurs nouvelles mélodies et nouvelles versions des musiques déjà existantes. La SNES comportait elle aussi plus de canaux sonores que son prédécesseur avec 8 au lieu de 5. Cependant, il y avait quand même beaucoup de limitations techniques, comme le mentionne Nerdwriter dans son excellente vidéo sur le sujet. With room for 8 simultaneous instruments and the ability to sample different sounds, the Super Nintendo was a big improvement over its predecessor. But there was still one huge limitation. Between the two chips, the system could only accommodate for 64 kilobytes of audio RAM. To give you a sense of how small that is, an average 3-minute MP3 song that you might buy on iTunes is around 6 megabytes, which is 100 times the size of the Super Nintendo's full capacity. And that's just for one song. The 64 kilobytes had to hold all the music and the sound effects for an entire game. Ces limitations techniques rendirent la tâche beaucoup plus complexe pour les compositeurs, mais cela amena une étincelle de créativité de la part de plusieurs de ces compositeurs, tentant de trouver le plus de moyens de faire de la musique de qualité avec le petit espace qu'ils avaient. Le processus dans le temps, en tant qu'on était dans la musique rétro, 8 bits, 16 bits, c'est des musiques qui ont un petit peu plus des fois d'impact parce que, dis-vous quelque chose, c'est que le compositeur avait ça d'espace pour être créatif. C'est avec 4 tracks très créatifs, donc il faut faire une pièce qui reste en tête, qui est pas fatigante, qui est pas genre qui te fait pas mettre le volume à off là parce que t'étais pas capable. Donc c'est des musiques qui sont souvent super ingénieuses à cause de ça. C'est juste le thème, mettons des Mario, c'est des thèmes super bien faits qui nous restent dans la tête parce que c'est des thèmes répétitifs d'une boucle de 45 secondes ou autre. Avec une musique qui est catchy, qui est faite pour nous rester. Donc, c'était pas du tout le même genre de défi. On était pris dans des petites boucles souvent de 30 secondes, 45 secondes, 1 minute 10. Il fallait que ça revienne, t'sais. Donc, il y a eu un grand travail de créativité puis d'ingéniosité artistique de certains compositeurs, dont justement Nobuo Uematsu dans les premiers Final Fantasy, là, on va dire de 1 à 7, mettons, là, même 8, 9. D'1 à 10, d'1 à 10, là, quand c'était un peu plus limité, que c'était encore midi, là, des fois, les tracks sont 45 secondes, 50 secondes, mais wow, dans 50 secondes-là, tout le contenu musical que tu peux avoir est tellement bien fait des fois. Là. Ça, c'est Jonathan Dagenet, chef d'orchestre à l'orchestre de jeux vidéo. On y reviendra un peu plus tard. Une musique de jeu assez ancienne ne signifie donc pas une mauvaise musique, et au contraire, c'est une des musiques que je trouve les plus intéressantes et les plus passionnantes à analyser. On retrouve des grands acteurs à cette époque comme le grand Koji Kondo, responsable de plusieurs musiques des sagas Mario et Zelda, ainsi que le très grand Nobuo Uematsu, tous deux donnant naissance à des grandes musiques encore reconnues aujourd'hui. Voici d'autres exemples marquants. Suite à cela fut l'arrivée des CD dans les années 2000 afin de stocker les jeux. Ici, on obtient une capacité beaucoup plus grande, ce qui permet à des bandes sonores d'être beaucoup plus développées et beaucoup plus abouties en termes de ce qu'ils avaient la capacité de faire dans leur musique. Prenons par exemple la fameuse bande sonore des jeux Grand Theft Auto, qui commence à contenir près de 200 morceaux différents lorsqu'on prend en compte les différentes stations radio qu'on retrouve dans le jeu. On peut aussi prendre l'exemple des jeux plus récents avec certains jeux comme Super Smash Bros Ultimate, allant jusqu'à 700 chansons différentes contenues dans le jeu. C'est aussi à l'époque des CD qu'on commence à avoir une révolution majeure dans la musique de jeux vidéo. Ce fut dans ces temps-là qu'on commença à utiliser des vrais ensembles orchestraux afin d'enregistrer les pièces musicales. Un des grands exemples venant en tête étant Super Mario Galaxy, avec sa bande-son complètement orchestrée, faisant l'éloge de plusieurs joueurs. Contrairement à la musique de film, qui commença avec une majorité d'orchestres et qui tourna par la suite vers des musiques plus synthétisées, ici, ce fut l'inverse. On voit une vraie renaissance pour la musique de jeux vidéo, avec des musiques orchestrées qui permettent de ressentir les émotions du jeu à un point beaucoup plus grand et beaucoup plus majestueux. On retrouva plusieurs bandes sonores orchestrées dans ces temps-là,
comme par exemple la série des Dark Souls ou celle de The Elder Scrolls 4 et 5. De nos jours, la musique de jeux vidéo est toujours plus importante qu'avant, avec plusieurs compositeurs expérimentant différentes techniques et différents moyens de produire de la musique qu'on ne connaissait pas avant. On peut désormais retrouver une panoplie de musiques différentes dans tout genre. Par exemple, on retrouve des jeux avec un thème rétro qui reprennent certains des aspects chiptune, mais maintenant sans les limitations techniques d'antan, ce qui permet à des meilleurs succès. On cite l'exemple du jeu indépendant Celeste avec sa musique à aspect rétro. On peut aussi noter le jeu Cuphead, reprenant l'aspect des cartoons des années 80, mais avec des musiques plus de type jazz ou ragtime qui vont bien avec l'époque du jeu. Parlant de jeux indépendants, je trouve que c'est aujourd'hui ces genres de jeux qui amènent le plus d'idées nouvelles en ce qui est de musique, car ils n'ont pas les mêmes buts que les grands développeurs et certains utilisent des techniques différentes de ceux qu'on est habitué dans les musiques des grands studios de jeux vidéo. On retrouve également des types plus jazz comme le jeu Elle est Noire avec ses influences de grands artistes de jazz comme par exemple Miles Davis ou autres. Il y a aussi des trames sonores plus calmes et solitaires comme le très connu Minecraft qui ne serait rien sans ses musiques de piano qui accompagnent les différents moments au cours du jeu, comme le très connu Sweden ou Wet Hands. Rappelez-vous quand vous étiez jeune ou quand vous avez sûrement joué à Minecraft, vous devez sûrement reconnaître les musiques dans ce jeu qui accompagnent vos longues heures de jeu et d'exploration. Moi, je m'en souviens quand je jouais avec la Xbox. Ces musiques-là, c'était en quelque sorte celles qui définissaient la manière dont je joue à Minecraft. En bref, on peut de nos jours voir tout type de genre de musique de jeux vidéo. Mais qu'est-ce qui fait une musique de jeux vidéo différente d'une musique normale ? Alors, qu'est-ce qui compose une bande sonore ? Quels sont les ingrédients de la recette ? Qu'est-ce qui différencie un chef-d'œuvre culinaire d'une simple ébauche ? Voyons voir. Tout doit commencer par quelque part, et dans le jeu vidéo, c'est le menu titre qui différencie tout le caractère d'un jeu. Telle une introduction pour un essai ou un premier plan d'un film, le menu titre doit directement mettre le joueur en contexte pour donner une idée de ce qu'il faut s'attendre dans le jeu, mais aussi afin de donner envie au joueur de commencer l'aventure. Selon Scott Rogers, ingénieur chez Disney, mais également designer de jeux, dans son livre sur le game design, Your opening theme is very important. It's the first piece of music the player hears and will set the stage for the rest of the game. I suggest using your best piece of music for the start screen to really get the player excited about playing your game. La trame principale est donc cruciale dans le jeu, quitte à risquer le reste de la bande sonore pour un meilleur succès. Prenons par exemple l'écran titre de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ici, la trame sonore magnifique et assez lente introduit parfaitement à l'esprit d'aventure que ce jeu possède, combiné à l'animation derrière de Link galopant sur son cheval, qui rend la chose juste magnifique. Comparons cela maintenant à l'écran titre d'un jeu de la même série mais plus récent, donc The Legend of Zelda Breath of the Wild. Le jeu n'est pas nécessairement moins bon, au contraire, certains le pensent même être le meilleur de tous. Mais on peut tout de même voir un écran de titre vachement différent de Ocarina of Time, ne montrant pas du tout les mêmes émotions. Ici, on opte pour une approche beaucoup plus différente avec l'absence de trame sonore, au lieu d'en avoir une. On voit donc une excitation vachement diminuée de la part du joueur, mais en même temps, ça concorde avec l'histoire du jeu qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mélancolique. L'absence de trame sonore n'est pas nécessairement une mauvaise chose, au contraire, on retrouve plusieurs jeux qui utilisent la même approche dans leur écran titre, mais on voit tout de même que ce n'est pas la même chose qu'un Ocarina of Time ou qu'un Mario Bros classique. Vient par la suite le cœur de la musique en elle-même, donc la trame de fond. Malgré ce que son nom à caractère péjoratif pourrait laisser penser, la trame de fond est un des éléments principaux dans la musique du jeu. Ici, on utilise plusieurs musiques différentes selon les parties du jeu, que ce soit les différents mondes, les différents niveaux, les sections, les moments de la journée, etc. Rien ne montre mieux l'exemple que la saga Animal Crossing, une simulation où chaque jour dans le jeu représente un jour dans la vraie vie. Donc ici, le jeu s'adapte selon les saisons, selon chaque jour, selon chaque heure même.
On voit des bandes sonores qui changent à chaque heure de la journée afin de mieux refléter l'émotion que le joueur pourrait avoir durant cette période de la journée. Par exemple, le matin, le joueur va être un peu plus calme et relax, alors que plus vers le midi ou l'après-midi, le joueur va se sentir plus excité et les musiques vont commencer à avoir un rythme plus élevé. Les trames sonores peuvent être utilisées dans plusieurs contextes, que ce soit joyeux, comme les différentes musiques de Mario que tout le monde connaît, dramatique, comme la saga Halo, qui est toujours excellente au niveau de sa bande sonore, ou des jeux plus tristes et mélancoliques, comme les jeux Uncharted ou The Last of Us, qui ont toujours une histoire de plus en plus dramatique et triste, qui fait beaucoup les joueurs aimer ça. Cela vient rejoindre un point très important dans la musique de jeux vidéo, ce sont les bandes sonores évolutives. Les bandes sonores évolutives, c'est quoi ? C'est des bandes sonores qui changent au moment du jeu selon les événements différents. Prenons par exemple la série des Assassin's Creed, qui est très connue pour la musique assez calme qui devient tout à coup forte lorsqu'on est repéré par un ennemi ou qu'on s'approche d'un moment crucial dans le jeu. Les bandes sonores évolutives n'ont pas vraiment d'effet en tant que tel dans le jeu, mais elles aident grandement à augmenter les émotions du joueur durant sa partie, comme le mentionne Mark Brown dans sa vidéo Adaptive Soundtracks. Pretty much all of these examples have no real effect on gameplay, but they add character and texture to the world. They often make Zelda games feel more epic, and they make Mario games feel more playful and toy-like. Élément parfois oublié dans les jeux, les bruitages sont tout aussi importants dans le jeu qu'on le pense. Au début, les jeux furent pour la plupart uniquement des bruitages, et c'est une des parties cruciales à l'expérience de jeu. Les bruitages servent à donner un stimulus auditif aux joueurs pour les différentes actions dans le jeu. Le principe même d'un jeu étant l'interaction, les bruitages viennent renforcer cette interaction. Comme le dit si bien Damien Méchéry dans son livre VGM, si l'on entend les 6 petites notes qui signalent en one-up, on va se sentir satisfait, puis qu'on sait qu'il s'agit d'une récompense. Une récompense que l'on comprend sans même avoir besoin de regarder les détails à l'écran. À partir du moment où notre mémoire l'a enregistré, on sait qu'il s'agit d'une vie supplémentaire. Par répétition de l'action, le son devient partie intégrante de l'expérience interactive, comme un jeu de questions-réponses avec le joueur. Finalement, un autre genre vraiment différent, pouvant clairement être catégorisé à part, c'est les jeux de rythme. À part pour ceux avec une histoire, les jeux de rythme sont pour la plupart hors des conventions des jeux ordinaires. Ici, toute l'emphase est sur la musique en elle-même, portant sur le rythme et les réflexes des joueurs à suivre la musique et à interagir avec les touches du jeu. De plus, certaines recherches ont même démontré que les jeux de rythme avaient plusieurs aspects bénéfiques, en particulier sur les habiletés cognitives, motrices et langagières, en plus d'être un outil beaucoup utilisé pour les traitements contre les troubles de TDAH, dyslexie, etc. Je pourrais très bien faire une vidéo en entier dédiée aux jeux de rythme, avec comme mention spéciale Osu, la série des Just Dance ainsi que les Guitar Hero. Alors Synthé pourrait penser, c'est bien beau, mais ça reste de la musique de jeux vidéo. La plupart soit ne jouent pas à des jeux vidéo ou n'y prêtent pas attention pendant qu'ils jouent. Cela est bien vrai, mais en même temps non, car la musique de jeu a atteint plusieurs sommets que certains ne savent sûrement pas, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors connaissez-vous Drake ? Bien sûr que vous connaissez Drake, je suis pas mal sûr que même ma grand-mère connaît Drake, la question serait plus de savoir qui ne connaît pas Drake. Alors voici une chanson de Drake assez connue que vous devriez sûrement reconnaître. Voyez-vous quelque chose de spécial ? Pas vraiment, non. Eh bien si je vous disais que l'instrumental de cette chanson contient un sample d'un jeu vidéo connu. Laissez-moi donc vous jouer un extrait du jeu Donkey Kong Country 2 sur SNES. Assez fascinant, non ? Alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement Drake qui est fan des jeux de Nintendo. On retrouve énormément de samples dans les chansons hip-hop courantes qui proviennent toutes de jeux vidéo.
On parle ici de jeunes ayant grandi avec ces jeux vidéo dans leur enfance, qui après retiennent ces chansons dans leur tête, ayant marqué leur enfance et qu'ils utilisent plus tard dans leur musique lorsqu'ils deviennent des chanteurs populaires. On voit à quel point la musique de jeux vidéo a rejoint la culture populaire, et c'est en quelque sorte la magie de la musique de jeux vidéo. La preuve, presque tout le monde ici, quand ils entendent ses premières notes, ou même celle-ci, peut reconnaître la bande originale de Super Mario Bros ou de Tetris. Plus que ça, la musique de jeux vidéo a aidé à définir certains aspects de la musique populaire, comme le montre cet article du New Yorker. This history should consider the way in which video games permeated the structure and feeling of pop music, from early 80s dance floor odes, Trouble Funk's Arcade Funk, The Invisibles' tribute to Donkey Kong, the Johnson's Group Pac-Man inspired Pac Jam, to Terada, Health, and Gibson, and to web-driven subgenres like chiptune, a critical pixelated sound and music made using the sound chips of non-ancient video games consoles and computers. En quelque sorte, les jeux vidéo ont changé la manière dont on conçoit la musique en général. De plus, on retrouve de nos jours beaucoup plus d'orchestres et d'institutions musicales qui reconnaissent la musique de jeux vidéo en tant que vraie musique. Il y a moyen de faire de la grande musique. La preuve, il y a beaucoup de grands orchestres symphoniques maintenant qui font des concerts de jeux vidéo. Là, même juste ici au Québec, on a eu l'Odyssée symphonique de 2 ans, là, qui était l'orchestre métropolitain qui a fait avec des compositeurs. C'était un gros happening. Il y a une espèce de reconnaissance qui se fait maintenant de comme, OK, oui, c'est la musique orchestrale. Surtout que c'est de la musique. Aussi, il y a beaucoup d'acteurs du milieu classique et du milieu orchestral qui se sont rendus compte que la musique de jeux vidéo, c'est une musique qui permet à la musique dans la salle de survivre. Ça l'amène en salle un paquet de gens, là, des gens, mettons, c'est pas tout le monde qui va juste en salle aller écouter des symphonies de Brahms, des symphonies de Mahler, des trucs comme ça. Ben là, c'est des gens qui iraient jamais voir ça, que là, oups, c'est la musique de jeux vidéo qui les touche beaucoup, fait qu'ils s'en vont dans une salle de concert. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup survivre l'industrie et vivre l'industrie. Ouais. Et d'ailleurs, on le voit, moi, je dirige plusieurs orchestres, mais je dirais qu'à l'orchestre de jeux vidéo, c'est fou là, à quel point on a du public dans des concerts. Là, je suis comme, des fois, ça a l'air d'un show rock à la fin d'un concert. Quand on a fait de la maison symphonique, la première fois qu'on a fait la maison symphonique, il y a 4 ans, même la deuxième fois qu'on l'a fait aussi, au tout début, je m'en vais parler au micro en avant, puis je dis « Hey, bienvenue, on a fait un sold-out à la musique de la Maison Symphonique, est-ce que je peux vous entendre? » Et là, la foule en feu, 2100 personnes dans la Maison Symphonique comme un show rock, tu fais comme « Aïe, aïe », c'est pour qu'un orchestre symphonique, mettons un orchestre symphonique classique attire ce genre de hype-là, si on veut, là, il faut vraiment travailler fort, tu sais, fait qu'il y a une belle, il y a un beau fun avec le public, puis ce que ça l'attire en salle de concert, c'est vraiment unique, là, puis c'est très reconnu dans l'industrie maintenant, je dirais. Là. Voici Jonathan Dagenet, chef d'orchestre de l'OJV, l'orchestre de jeux vidéo, une orchestre à Montréal dédiée uniquement à la musique de jeux vidéo. Cet orchestre connaît un très bon succès de la manière dont elle rassemble fans de musique de jeu accompagnés par leur effet de spectacle. De plus, on commence à voir de plus en plus de fans de jeux vidéo s'intéresser aux bandes sonores. Prenons par exemple le magasin Coin Game Over, magasin de jeux vidéo local à Saint-Hubert. On observe qu'ils ont une section de leur magasin dédiée uniquement à la musique de jeux vidéo, avec plusieurs vinyles et autres objets de collection en rapport avec la musique. C'est pas notre produit principal en magasin, c'est vraiment pas notre produit principal, c'est même pas notre secondaire, de toute façon. Mais, tu sais, moi j'aime ça, on veut tout le temps se différencier des autres magasins, puis l'idée des vinyles, c'était ça l'idée. C'est on savait qu'on allait en vendre, pas beaucoup, mais on allait en vendre. Mais ça allait nous différencier des autres magasins, puis c'est hot. Puis on en vend quand même, là, tu sais, fait que ça vaut, tu sais, ça se paye tout seul quand même, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va faire le fin de mois avec ça. Mais il y a beaucoup de gens qui tu sais, mettons, c'est pour ça qu'on a fait ça à côté de la caisse, c'est quand le client sort, ils sont là, oh, des vinyles, c'est donc ben hot. Fait que, tu sais, eux autres, quand ils passent au magasin, ils disent, OK, on a plein de produits diversifiés. De plus, le magasin met souvent comme musique de fond dans leur magasin des musiques de jeux assez peu connues, afin d'intéresser les clients aux différents jeux qu'ils pourraient vendre. Tu sais, ça crée l'ambiance. Pourquoi qu'il y a de la musique, que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, depuis la nuit des temps? C'est parce que ça crée une ambiance. Puis, étant une des tunes les populaires, la tune opening de Mario Bros. Tu sais, tu te rappelles, tu sais, je veux dire, tout le monde la connaît, cette tune-là. La musique de jeu ne doit donc pas être pensée en tant que genre, mais en tant qu'approche. Elle existe comme composant d'une œuvre et ne se définit que par rapport au rôle qui lui a été assigné.
La manière dont elle combine toutes sortes de genres, avec des bandes sonores axées sur le jazz, d'autres sur le rock, d'autres sur le pop, d'autres sur les orchestres, c'est tellement important. Et comme le dit si bien Damien Méchéry lui-même dans une très courte entrevue que j'ai eue avec lui, la musique de jeux vidéo continue d'évoluer, de surprendre, de s'aventurer dans de nouveaux terrains. Plus encore que la musique de jeux vidéo, c'est aussi l'utilisation du son qui a énormément évolué avec les dernières technologies. C'est un terrain de jeu toujours aussi passionnant. Non seulement la musique est importante dans la culture populaire, mais elle est également cruciale dans l'expérience de jeu en elle-même. Voici un exemple pour montrer comment la musique change toute l'expérience. Voici le niveau peut-être le plus connu de tous les temps, donc le premier niveau de Mario. Mais avec aucune musique de fond, seulement des bruitages et c'est tout. Au contraire, voici le même niveau de Mario, mais cette fois avec une musique pas du tout concordante avec ce que la vraie musique est. L'effet n'est pas le même, non? C'est donc pour ça que la musique de jeu vidéo est très importante. Telle musique de film qui nous met dans l'action du film, la musique de jeu vidéo nous met dans l'action du jeu vidéo. Et celle-ci est encore plus importante dans le fait que le jeu vidéo est un jeu interactif où le joueur prend contrôle du jeu en lui-même. Dans un film, oui, ça te met dans l'ambiance, mais le film, c'est pas toi qui le contrôle. Le film, il a déjà été fait par le réalisateur et par une panoplie de gens qui s'occupent de fabriquer un jeu. Ici, on retrouve quand même beaucoup de gens qui fabriquent le jeu, mais le jeu est en directe interaction avec le joueur. Donc c'est toi qui contrôles l'histoire et il y a même des jeux qui te font une différente histoire selon les choix que tu poses. C'est donc pour ça que la musique est encore plus importante, car ça va te mettre dans l'ambiance comme si tu te trouvais vraiment dans le jeu, car c'est toi qui es en train de jouer. En bref, la musique de jeux vidéo, c'est beaucoup plus que des bip bip, des clac clac et des zoom zoom. Grâce à son évolution très bouleversée, ainsi que ses caractéristiques d'autant plus mémorables, la musique de jeux vidéo est vraiment un des éléments les plus mis de côté dans un jeu vidéo, mais certainement un des plus importants et des plus souvent oubliés. Même si elle est peu connue par le grand public, la musique de jeux vidéo est très importante, on la retrouve même dans la musique populaire et dans la culture populaire en général. Donc merci énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment un grand travail de ma part de faire cette vidéo et je vous remercie énormément d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous avez aimé la vidéo, je vous conseille de remplir le formulaire qui se situe dans la description car ça va m'aider beaucoup pour pouvoir analyser et observer vos réactions suite à cette vidéo. Et si vous avez encore plus aimé la vidéo que ça, vous pouvez aussi la partager, liker, juste la montrer à d'autres gens. Et juste le fait de partager la vidéo et de faire que le plus de gens écoutent ce que j'ai à dire, ça serait vraiment magnifique. Alors j'espère que la prochaine fois que vous allez jouer à un jeu vidéo, vous allez porter attention à la musique, c'est vraiment quelque chose d'important et je vous le dis, dès que vous vous rendez compte qu'il y a de la musique, vous n'allez plus jamais ne pas y porter attention. Donc je vous laisse avec une interview de Koji Kondo, compositeur du thème iconique de Mario Bros que tout le monde connaît et le thème que j'ai joué en début de vidéo. ゲームができてきて、そのゲームを見て、実際にこうコントローラー持って何回も何回も遊んでから、そのゲームから出てくるリズム感とか雰囲気とかからイメージして作りました。作った当時は本当にここまで世界中の人に知れ渡るとか、いろんなところでいろんな楽器で弾いていただいたりしてるんですごく嬉しいと思います。25年経ってもまだね、皆さん口ずさんでくれるっていうことは本当に嬉しいことだと思います。やっぱりゲームの雰囲気を醸し出したり、感情の起伏を煽るとか、そういうのは音楽にはすごい力があると思いますし、やっぱり楽しくゲームしてもらうには欠かせないものだと思います。ゲームを長く記憶に残すっていう意味でも
音楽っていうのは重要な役割があると思います。